Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux féministes en particulier et je vais vous expliquer pourquoi je pense que le féminisme est mort. Alors d'abord, le féminisme, ça existe depuis très longtemps. On pourrait le faire remonter à Christine de Pisan, avec la Cité des Dames en 1405. Mais le féminisme duquel je vais vous parler, c'est celui qui est consécutif de la deuxième révolution industrielle, avec le développement de l'acier, de l'électrométallurgie, la chimie, ou le pétrole et l'électricité. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la deuxième révolution industrielle a permis de faire baisser le coût de l'énergie drastiquement. Pour vous donner un ordre de grandeur, un homme de 80 kg est capable de produire environ 0,5 kWh par jour. C'est-à-dire qu'un homme de 80 kg qui fait un dénivelé de 2000 mètres produit 0,5 kWh. C'est-à-dire qu'au SMIC, un homme produit 1 kWh pour 200 €. Et un esclave produit 1 kWh pour 40 € environ. Bon, 1 litre d'essence, ça coûte combien? Ça coûte 1,5 € environ, et ça produit 10 kWh. Donc c'est vous dire à quel point cette révolution industrielle a été importante, c'est-à-dire qu'on a divisé par 500 le coût unitaire d'une transformation de l'environnement. Ce qui est absolument spectaculaire, c'est-à-dire que là où ça vous coûtait 500 € de transformer quelque chose, avec l'essence, avec cette révolution industrielle, c'est revenu à ne coûter plus que 1 €. D'ailleurs, on remarquera que l'abolition de l'esclavage coïncide avec le développement des industries. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi je vous parle de ça? C'est que l'énergie est égale au flux. Aujourd'hui, rapidement en France, les hydrocarbures sont loin devant les autres énergies. C'est-à-dire qu'on consomme 45% de pétrole, 25% de gaz, et le reste c'est du nucléaire et de l'énergie dite renouvelable. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'avant, les femmes et leurs maris, elles travaillaient au champ. Elles travaillaient au champ pour avoir de quoi vivre, pour avoir de quoi manger. Et ces questions se posaient pas. Et effectivement, avec le développement des industries et l'arrivée du pétrole, eh bien, les modes de vie ont changé. Les maris ont pu se permettre effectivement certaines largesses qu'ils ne pouvaient pas avant, et les femmes se retrouvant enfermées seules chez elles, sans droit, que ce soit le droit de vote, etc., effectivement, il était parfaitement légitime pour les femmes à cette époque de demander l'égalité des droits. Et donc cette forme moderne, je parle de celle par exemple d'une Emily Davidson, morte piétinée après s'être jetée sous l'un des chevaux du roi disputant une course, effectivement pour dénoncer effectivement cette vie qui était devenue insupportable. Donc il y a quand même un point commun entre une Emily Davidson et une Christine de Pisan, et il y a un point commun, c'est que les deux, d'une certaine manière, étaient des bourgeois, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas besoin de travailler 10 heures par jour dans un champ pour avoir de quoi se nourrir. Ça, on le comprend bien. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, la Première Guerre mondiale est arrivée. Dans les entrailles du sol, certains de ces obus nous survivront. Tirez! Après ça, on ne s'étonne plus. Les 3/4 des 10 millions de morts de 14-18 sont déchiquetés, pulvérisés sans voir l'ennemi. Le fer assassin vient toujours de derrière l'horizon. Le massacre s'est industrialisé. Moi qui adorais le progrès technique, j'en suis revenu. Et les femmes
se sont retrouvées toutes seules à devoir tout faire, avec le pétrole, avec la machine. Mais elles se sont retrouvées toutes seules à devoir tout faire. Et c'est à partir de là que le féminisme, qui était jusqu'alors porté par la bourgeoisie, a infusé dans la société en général. D'ailleurs, on fera le lien entre la Première Guerre mondiale et le développement des industries. C'est-à-dire que les armes étaient industrielles, les morts aussi. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Il y a quelque chose qui vient changer complètement la donne. C'est que, je vous l'annonce, nous avons passé le pic pétrolier. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié en 2018. C'est-à-dire que l'extraction du pétrole conventionnel est passée en 2008. C'est-à-dire que près des 3/4 de la production totale de pétrole a franchi un pic en 2008 avec 69 millions de barils par jour et a décliné depuis un peu plus de 2,5 millions de barils jour. L'Agence internationale de l'énergie estime que ce déclin ne sera pas interrompu. Précision que cette évolution fatidique a été correctement prédite dès la fin des années 90. Il s'agit ici seulement de la confirmation d'un état de fait. Quant aux autres pétroles, par exemple le pétrole de schiste, eh bien, son pic est passé en 2020. Donc voici un extrait du résumé aux décideurs. Le risque de resserrement de l'offre est particulièrement prégnant pour le pétrole. Ces 3 dernières années, le nombre moyen de nouveaux projets approuvés de production de pétrole conventionnel ne représente que la moitié du volume nécessaire pour équilibrer le marché jusqu'en 2025. Compte tenu des perspectives de demande du scénario, nouvelle politique, il est peu probable que le pétrole de schiste prenne le relais à lui seul. Nos projections prévoient déjà un doublement de l'offre du pétrole de schiste américain d'ici 2025. Mais celui-ci devrait plus que tripler pour compenser le manque persistant de nouveaux projets classiques. Bon, à partir de là, vous avez 2 manières, 2 solutions pour éviter une pénurie. Soit la première, on découvre une nouvelle énergie, et effectivement ces luttes vont pouvoir se poursuivre, j'y reviendrai tout à l'heure. Soit la deuxième solution, c'est de réduire notre consommation. Comment ? En stoppant toute activité à l'échelle mondiale, notamment via un confinement forcé, par exemple. Donc en fait, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre ? C'est très simple. Le coût unitaire d'une transformation de l'environnement va être de plus en plus cher. Donc, les flux vont se réduire, disons l'échelle des flux, c'est-à-dire qu'on va devoir reproduire de manière plus locale, que ce soit la nourriture, peut-être aussi dégonfler les villes, la place de l'État, dégonfler les retraites, etc., etc., etc. D'ailleurs, à ce propos, je rappellerai que le mouvement des Gilets jaunes est parti là-dessus. C'est-à-dire que c'est la hausse des prix des taxes sur le carburant qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Donc je vous laisse imaginer ce qui peut suivre. Bernard-Henri Lévy, il ferait mieux de se taire, parce que lui, il fait partie, je pense, des nantis. Tous ceux qu'on justement exerbe, on ne peut plus les voir. Et il a dit, je crois que aussi, si ça continuait, il quitterait la France. J'ai envie de lui dire, barre-toi vite. Là, ce qui est en train de se passer maintenant, ça devient de l'insurrectionnel. Mais je crois que le gouvernement, on veut aussi que ça devienne comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre raison. C'est pas possible qu'on laisse les gens comme ça et qu'on n'écoute pas leurs doléances. Donc si M. Édouard Philippe ou si M. Macron ne comprennent pas que le peuple il est dans la rue et que si ça continue, ça va aller en s'empirant. Nous, on n'est pas pour la casse, mais s'il faut revenir samedi prochain, on reviendra. Oui. On va aussi se retrouver avec moins de transport, moins de production en général. C'est pourquoi les négociations se passent dessus. Je vous garantis que les négociations actuelles, au niveau international, ça n'est pas les retraites ou les acquis sociaux, je ne sais quoi. C'est moi, tel pays, je veux garder ma part sur le pétrole, sachant que la production baisse depuis 2008. En tout cas pour le pétrole conventionnel. Je vous rappellerai une petite phrase aussi de notre cher président, au début de son mandat, « J'ai peur ». Vous pensez qu'il parlait de quoi ? Je vous le dis aussi, actuellement, les négociations, toutes les négociations les plus importantes à très haut niveau, c'est là-dessus. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Donc c'est pas des bêtises, ce que je vous dis.
Donc, à partir de là, c'est très simple. Mesdames, puis messieurs aussi, parce qu'on est tous dans le même bateau au final. Il va falloir penser de manière un peu moins individualiste. De toute façon, la nécessité va briser cet individualisme, pour une raison qui est très simple. C'est que lorsque vous chauffez un appartement, quand vous vivez seul, vous le chauffez pour une personne, vous le chauffez pas pour 2, 3 personnes. La plaque de cuisson, c'est pareil, elle peut être partagée. Les chaises peuvent être partagées, les tables peuvent être partagées, etc. Sachant que la production va se réduire. Vivre seul va être de plus en plus compliqué, et sans enfants aussi, parce que les retraites, vous ne pourrez plus vivre seul. Et donc ces luttes, au final, ne vont plus avoir aucun sens. De la même manière, un homme seul, même s'il peut produire plus de kilowattheures qu'une femme, c'est pas suffisant. Donc à un moment donné, il va falloir se reparler. Il va falloir réapprendre à vivre un petit peu différemment. D'autant plus que je rappellerai que les personnes d'avant cette deuxième révolution industrielle ne se posaient pas ces questions. Ils se posaient pas ces questions parce qu'il fallait être 2 à travailler toute la journée pour avoir de quoi manger. Eh bien, on va retourner sous une autre forme. En fait, on retourne jamais en arrière. Mais on va se retrouver à devoir vivre ensemble, pour le coup. Donc, mesdames, je vous annonce, c'est terminé. C'est terminé, c'est pas vous qui décidez, c'est pas moi qui décide. C'est structurel, c'est structurel. On peut aussi prendre en compte la hausse de la température, qui va accélérer ce phénomène. Alors après, il y en a qui y croient pas. Enfin, quand même, on sait qu'il y a 20 000 ans en Europe, il faisait moins 5 degrés et on pouvait franchir la Manche à pied. Ça, on le sait. Donc, il y a une dynamique, effectivement, de hausse du climat. Et la hausse du climat est aussi à prendre en compte. Enfin, je veux pas aller trop loin là-dedans. Je pense que la démonstration est faite. Et en fait, toutes ces luttes qui vont vers plus d'égalité, et même celles qui vont vers plus de liberté, en fait, c'est fini. C'est fini. Nous sommes en train de vivre une phase de transition, et on entre dans un autre monde. Dans un autre monde où l'individualisme ne va plus être possible pour des raisons de coût. De coût. Et de quel coût? Du coup, de la transformation de l'environnement. Donc voilà, mesdames, si vous m'écoutez, puis même messieurs, ceux qui sont féministes, antiféministes, ou qui n'ont pas vraiment d'avis là-dessus, en réalité ça a toujours été ma position si vous demandez, eh bien c'est fini. C'est fini. Et il va falloir faire de gros efforts. Que ce soit les dames ou les messieurs, il va falloir faire de gros efforts, probablement refaire des enfants pour avoir une retraite. Et pour ça, c'est pas notre génération qui trouvera forcément toutes les solutions, mais il va falloir le faire. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. En conclusion, je dirais que les Français soient rassurés. Nous sommes les témoins d'un monde qui se veut. Chaque jour qui passe réveille de plus en plus notre peuple. Ce peuple qui ne veut plus de l'empoisonnement de sa culture et l'effacement de son passé. Promu via leur presse, leur cinéma, leurs ministères et leurs tribunaux, ou encore l'éducation dite nationale. Leur censure ne nous impressionne pas. Leurs menaces ne nous impressionnent pas. Et la fin de cette terreur est plus proche que vous l'imaginez. Cosmopolite, le jour approche où la main du peuple reprendra son dû.